Bonjour, je suis David Minucci. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans robe. Ici, pas de robe, pas de langage juridique, uniquement des discussions directes et sans filtre. Alors pour cette première émission parisienne, j'ai le plaisir de recevoir trois avocats autour de la table pour parler de management au sein des cabinets d'avocats. Donc est-ce qu'il y a des managers qui les ont inspirés, quels managers ils veulent être et qui nous donnent un peu les solutions, les astuces pour être un bon manager au sein d'un cabinet d'avocats. Et donc j'ai le plaisir de recevoir trois avocats spécialistes du droit de la famille aujourd'hui. Donc je vais commencer par Charlotte Robe, donc avocat au barreau de Paris, membre élu donc du CNB. Ensuite nous avons Florent Berdo, avocat au barreau de Paris également, président de l'association française des avocats en droit de la famille. Et enfin nous avons Vanessa Blo, donc avocat au barreau de Lille. Et Vanessa, c'est un petit peu notre caution humoristique dans cette émission. Je vais essayer de tenir mon rôle. J'espère, c'est l'objectif. Tu peux dire des choses intelligentes quand même. Hein. Ah oui, ok. Oui. Je vais essayer aussi du coup. Je prends quelques instants pour te parler de mon activité. J'accompagne les cabinets d'avocats dans leur communication afin d'accroître leur notoriété, de trouver de nouveaux clients et de faciliter le recrutement. Si tu as besoin d'un site internet, de réaliser une refonte ou de le faire référencer sur Google ou encore de faire de la publicité ou d'être présent sur les réseaux sociaux, n'hésite pas à me contacter, tu trouveras le lien dans la description. Bonne écoute. Est-ce qu'on est manager ou est-ce qu'on le devient ? Alors, qui veut commencer Qui se lance sur première Qui question a le plus d'expérience de management? Oh là, au Ouais. secours, hein, Ouais, si elle a- je- au critère de l'âge. Charlotte. Non, d'expérience, je dis. Pour ce qui me concerne, parce que l'idée c'est de parler de mon expérience. Moi, je suis pas du tout née manager. Je le suis devenue et le point de départ pour moi, ça a été mon association. Parce que la carrière d'avocat, c'est d'abord le plus souvent être collaborateur. Enfin, c'est mon histoire. Moi, j'ai commencé comme collaboratrice et je suis devenue associée au bout d'un certain nombre d'années. Alors moi, il se trouve que c'était au bout de 8 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à déléguer, à avoir une équipe. Et c'est vrai que je dis toujours, il y a le 31 décembre de l'année N, j'étais moi la collaboratrice de mon associé, et en l'occurrence à l'époque c'était Béatrice Vesgou. Et au 1er janvier de l'année N+1, je devenais associée avec la nécessité de faire travailler une équipe et donc de devenir manager. Je crois que j'ai été une très mauvaise la première année, au point que j'ai failli claquer parce que je savais notamment absolument pas déléguer. Je me rendais compte que je savais pas briefer mes équipes et je me suis fait aider en réalité pour ne pas craquer, parce que franchement c'était le tonneau des Danaïdes en fait mes journées. Je déléguais mais sans arriver à être soulagée. Donc je reprenais sans pouvoir piloter mes équipes. Et donc j'ai été assez lucide sur le fait qu'il fallait que je me fasse aider et je continue d'ailleurs un peu à l'être à intervalles réguliers, parce qu'il y a des moments de difficulté et que j'essaye toujours d'intellectualiser pour pas commettre deux fois la même erreur. Et donc pour ce qui me concerne, j'ai appris à l'être et je me figure assez bien qu'il y a des confrères qui ne le seront jamais. Parce que si on prend pas le temps pour ça, si jamais on n'a pas d'équipe, ce qui peut arriver, il y a des confrères qui sont en exercice individuel, finalement managers ils ne le seront jamais. Et mon expérience, c'est que même si on essaye d'apprivoiser l'exercice au stade de la formation initiale notamment, et c'est utile de le faire, c'est un moment où on n'est pas mûr en fait quand on est élève avocat. C'est utile, je pense, d'avoir un vernis et des notions, mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas été durablement en cabinet, tant qu'on n'a pas supervisé une équipe et des collaborateurs, on se figure pas bien ce qu'est le rôle du manager. Donc il faut quand même un certain nombre d'années au compteur en réalité pour avoir aussi se connaître dans son exercice et savoir la manière dont on veut travailler en équipe. Donc c'est compliqué parce que on apprend un petit peu en théorie et beaucoup sur le terrain, et il faut accepter de faire des erreurs. Moi, une des comparaisons que je fais souvent, c'est avec l'éducation de mes enfants. En réalité, je fais du mieux que je peux, mais je sais que parfois je fais mal. Et dans le management, c'est pareil. Alors, j'essaye d'intellectualiser mes pratiques pour tirer des leçons des mauvaises expériences avec les uns et faire mieux avec les autres. Donc, déjà, c'est déjà bon signe que tu te dises il faut que je me forme et que je sais pas si t'as accompagné ou ce genre de choses. C'est ma nature.
Moi, je résous tout par la formation. Je considère que j'ai commencé ce travail, alors ce métier finalement en étant riche de mon parcours universitaire et de ce que j'avais appris à l'école d'avocat. Et en réalité, j'ai très vite compris que je ne savais rien et que j'allais tout apprendre sur le tas et apprendre à traiter des dossiers sur le fond, à gérer des clients, à gérer des relations d'associés, à parler d'argent, à gérer des équipes, à être entrepreneur, etc. Donc tout s'apprend en fait à partir du moment où on devient avocat et le management en particulier. Enfin, sauf à vouloir travailler tout seul, mais je sais que moi je suis pas une solitaire, c'est quelque chose que je dis beaucoup. Et donc moi il n'était pas question d'être tout seul. Et je suis très très attachée à mon équipe. J'ai d'ailleurs une équipe, alors il y a des gens qui me quittent, mais il y a des gens qui restent avec moi aussi durablement. Et vraiment pour moi ils sont pas de passage. On vit ensemble, j'essaye de les faire progresser. Ils me font progresser énormément aussi. Et donc, oui, pour moi, ça n'a pas été un effort et je prends toujours beaucoup de plaisir d'ailleurs à intellectualiser ma pratique et ma manière de faire avec mon équipe. Et c'est pas du temps mal investi. Parce que un collaborateur bien managé, au-delà de bien formé au fond, c'est du temps de gagner, enfin c'est exponentiel. Je dis souvent les collaborateurs régulièrement c'est le meilleur de moi-même. Et à partir du moment où je les ai bien briefés, alors il y a une progressivité forcément avec l'ancienneté, leur maturité à eux, l'ancienneté dans la relation elle et moi. Mais c'est vrai qu'après c'est magique. Donc moi je suis devenue manager. Et j'espère continuer à bien faire dans la durée et ne pas muser dans l'exercice, mais j'aime beaucoup ça. Et alors toi, Florent, est-ce que tu es né manager ou... Non, moi je pense que je suis devenu aussi, alors pas avec le même parcours que Charlotte, mais il y a des trucs que je me retrouve, mais non, c'est sûr que je suis devenu aussi. Moi j'ai commencé individuel, donc tout seul, et je le suis devenu quand je me suis pas devenu associé puisque j'étais tout seul, mais j'ai embauché une stagiaire qui est devenue ma collaboratrice, qui est aujourd'hui mon associé. Donc je suis devenu en même temps qu'elle, et de même que je suis devenu manager, on est devenu un cabinet en même temps. Donc j'ai vraiment l'impression il y a eu ma période tout seul, 4 ans, et à partir du moment où elle est venue en stage, ok, on crée un cabinet, donc on a vécu en même temps la création d'un cabinet et le management. Mais au jour le jour, ça je le suis vraiment devenu. Chaque jour où il y avait quelque chose à faire avec Hélène, donc au début de son stage puis de sa collaboration, j'apprenais à l'être en même temps. Alors c'est vrai que moi j'ai tout de suite adoré ça. Donc j'ai tout de suite, pareil que Charlotte, j'aurais dû parler en premier pour pas avoir l'air de non mais le côté formation, c'est évident. Tout de suite, c'est pas seulement que j'ai eu besoin de former, mais j'ai tout de suite vu que c'était intéressant de se former parce que c'était pas juste, tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, t'as qu'à faire ça. Alors moi, pour le coup, le délégué a tout de suite été très facile. D'accord, ah ouais. Très facile, c'est-à-dire que Hélène et Antoine après, donc qui sont, qui est notre deuxième collaborateur qui est là depuis 5 ans, ont tout de suite été dans les dossiers, les clients, les plaidoiries, tout de suite. Et pas uniquement parce que je me suis dit c'était un positionnement de mise en avant du collaborateur et pour le collaborateur, mais pour moi, j'ai tout de suite intégré que ça n'avait d'intérêt que si vraiment on développait le côté gain de temps, parce que le management c'est pas que former quelqu'un, et c'est pas que pour le collaborateur, pour aussi c'est aussi pour soi qu'on manage et pour en tirer quelque chose. Et tout de suite, il m'est semblé évident que si on était à deux, il fallait que ce soit intéressant pour le collaborateur et utile pour moi, donc les impliquer dans le dossier immédiatement. Donc ça, déléguer, en tout cas sur le principe, ça a toujours été assez facile. Après, est-ce que je le fais bien ou pas? Est-ce que je choisis bien les tâches à déléguer ou pas? Ça, c'est une autre question qui continue à s'apprendre tous les jours. Parfois, de me dire, mais pourquoi c'est moi qui fais ça? Ou pourquoi c'est toi? C'est pas toujours réfléchi et ça devrait l'être. Donc ça, c'est possible qu'il faille améliorer ça. Mais déléguer, ça a été facile. En revanche, c'est sûr que moi aussi j'ai suivi des coachings et je continue là, moi aussi à faire des petits rappels de temps en temps ou à des évolutions parce que le positionnement n'est pas inné et on peut tout à fait mal faire. Ouais, puis c'est un nouveau métier en fait. C'est ça que j'allais dire. Et puis vous dans votre parcours, vous avez été managé. Vraiment, ouais. Donc alors pour ce qui me concerne, oui. Un exemple ou un modèle. Et deux modèles très différents, parce que en réalité, moi j'ai 8 années de collaboration. Donc
Donc, où effectivement, je travaillais pour d'autres. J'ai eu un premier cabinet où la particularité, c'est qu'à l'époque, il y avait 8 associés et j'étais susceptible de bosser avec les 8, ce qui a été un facteur pour moi de complication. Et en même temps, je sens que j'ai tellement appris parce que c'était autant de méthodes différentes en termes d'organisation. J'ai tout de suite, dès les premières années, dû faire la différence entre ce qui était urgent, très urgent, ce qui était important, ce qui l'était un peu moins, et à faire des arbitrages toute seule sur un certain nombre de situations. Et quand on est dans les premières années de sa carrière, c'est pas facile. On a à cœur de bien faire, et quand on a 8 interlocuteurs, c'est un petit défi. Et puis après, j'ai rejoint un autre cabinet où j'avais un pool d'associés donc beaucoup plus ramassé, mais avec des profils un cabinet qui était en construction, l'envie de développer, puisque c'est dans ce second cabinet que je suis devenue associée. Donc très vite, j'ai été supervisée par mon associé pour gravir tout le chemin jusqu'à l'association. Donc avec vraiment l'objectif d'être formée sur le fond, de gagner en autonomie, et après d'avoir la carrure en réalité pour devenir premier rideau. J'ai coutume de dire que le collaborateur, on est quand même un peu deuxième rideau, on est filet, même si on a le contact direct avec le client, etc. On travaille pour quelqu'un, la responsabilité première, c'est l'associé. Moi, très rapidement, sur ma deuxième collaboration, j'ai été poussée, j'ai été élevée en fait pour devenir associée. Et donc ça, je le dois à cette personnalité très charismatique qui est Béatrice Vesgou, avec qui j'ai eu un lien particulier. Enfin, on s'est reconnus et on s'est dit assez rapidement en réalité qu'on avait envie de continuer ensemble. Et donc j'ai vraiment été dans un management de progression que j'essaye de dupliquer aujourd'hui. Donc moi c'est mon expérience et c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui à ma place. C'est dans mon cabinet avec une certaine réussite parce que le cabinet est en croissance. Notre objectif, c'est de ne pas la freiner. Donc, effectivement, et ça me fait intellectualiser d'autres statuts d'ailleurs, parce que moi, je travaille avec 6 personnes. Manager 6 personnes à l'échelle du travail d'avocat, c'est beaucoup. Du coup, ce qui réduit le temps que j'ai par personne. Donc moi, je suis en train de me poser la question de savoir si je vais pas être obligée de mettre un intermédiaire en réalité, notamment avec les plus jeunes, parce que ça, je pense qu'on en parlera. C'est un petit défi de manager les plus jeunes. C'est ce sur quoi moi je continue à travailler parce que je veux pas être déconnectée. Mais il y a une distance qui se crée, pas par malice des uns ou par incompréhension des autres. C'est juste que effectivement, on a des différences qui se marquent parce que ça y est, il y a une génération entre nous. C'est une évolution, quoi. C'est tout. C'est un changement qui s'opère et c'est tout. Soit on l'accepte, soit on l'accepte pas comme certains. Mais bon, après, à voir quelles sont les conséquences derrière, quoi. Mais c'est vrai que comme le management, et pareil, je pense qu'on en parlera, moi je veux pas que ça soit mal reçu, même si parfois c'est un peu dur. L'objectif, c'est pas de blesser les gens, c'est pas de les écœurer. En même temps, c'est quand même de les amener à faire des choses qu'on leur délègue comme si c'était nous, ou à peu près. Et c'est vrai que parfois, on se rend compte qu'en termes de communication, c'est compliqué, la communication entre des générations différentes. Donc, moi je suis en train de réfléchir à la possibilité de mettre un intermédiaire, mais de manière vertueuse, pas du tout pour ne plus travailler en direct avec des très jeunes, mais et parce que je pense que pour les très jeunes, ça sera peut-être plus vertueux d'être piloté déjà par quelqu'un qui est un petit peu plus proche d'eux en termes de génération. Et je pense que pour ces profils qui ont vocation à être intermédiaires, c'est un chemin aussi, c'est une étape en vue de l'association et pour commencer à apprendre à déléguer. Parce que si je reprends l'image que j'ai prise un peu plus tôt, 31 décembre, 1er janvier, c'est violent quand même. Donc c'est vrai que je me dis que ça c'est quelque chose que je pourrais apporter à mes équipes sur des collaborateurs tristes qui ont 6, 8, 10 ans, déjà les inciter à déléguer, faire cet apprentissage pour après franchir plus facilement la marche de l'association sur ce terrain qui est la délégation, parce que l'association c'est beaucoup d'autres défis et donc c'est vrai que si déjà on sait déléguer, c'est du temps de gagner. Je pense que c'est le sens de l'histoire. Même le management, c'est beaucoup d'autres défis que simplement déléguer. Oui. Quelqu'un qu'on va manager, c'est pas juste pour qu'il fasse du travail à notre place. C'est aussi un comportement à apprendre et un comportement pour nous à apprendre, et dans nos métiers
qui n'avons pas été formés à ça et qui avons, cette profession qui a un passif de gestion de la relation quand même difficile avec ses collaborateurs, c'est tout un positionnement. C'est pas juste manager, c'est apprendre à être patron dans le sens être celui qui transmet ou en tout cas pour qui on travaille. Ouais, c'est ça. C'est un vrai positionnement. Oui, puis il faut donner envie. C'est ça. Et toi, alors Vanessa, j'allais dire c'est un positionnement. Je rebondis juste, mais c'est un positionnement en plus qu'il faut assumer. Oui, tout à fait. Tu vois, moi, j'ai un peu le même parcours que Florent. J'étais collaboratrice pendant 7 ans. Alors moi, j'ai pas eu le sentiment, alors peut-être à tort, mais j'ai pas eu le sentiment d'être managée. J'ai eu une relation d'une super qualité avec la personne avec qui je bossais, qui était elle-même associée avec 7 autres personnes. Mais moi, je bossais qu'avec elle. J'avais que cette relation directe. Du coup, j'avais pas vraiment ce sentiment d'être managée. On était dans notre bulle comme le serait un cabinet individuel, une secrétaire, un boss et moi. Et du coup, j'ai pas eu ce sentiment-là. Donc, je partais un peu de zéro, en toute franchise. Et quand je me suis installée, j'ai recruté une élève avocate. Donc, un peu le même parcours que toi. Et effectivement, faut apprendre à déléguer. Donc, pendant son stage, c'est très simple. Je lui ai dit, tu vas me suivre. Meilleur apprentissage. Ça n'empêche que c'est un bon apprentissage, mais c'était aussi très simple pour moi, parce que du coup, je ne changeais rien, entre guillemets, dans mon fonctionnement. Ça, c'est possible au départ, quand c'est un stagiaire, et puis parce que c'était le début. Mais effectivement, après, j'ai eu du mal, moi, à me positionner, à m'affirmer comme patron, dans le sens, entre guillemets, négatif du terme, c'est-à-dire, c'est effectivement, tu travailles pour moi, c'est moi qui prends les décisions. la personne qui tranche. J'aime bien le collectif, j'aime bien voir la vie des gens, je trouve que c'est important de faire attention aux autres. Voilà, je suis comme ça. Donc, très compliqué, et il a fallu quand même que ça en arrive à un point où, effectivement, j'ai vu un coach, alors parce que je sentais que dans mon équipe, j'avais l'impression que ça pourrait tourner mieux il n'y avait pas de malaise ni quoi que ce soit. Et bref, on a fait ce coaching, etc. Et le coach m'a dit une fois droit dans les yeux, alors j'étais pas très bien, etc. Il m'a dit, je comprends pas pourquoi on parle de boulot, là. On n'a pas de sujet dingue et je sens que t'es pas bien. Je veux le dire, t'es en train de me titiller. Bien sûr que je suis pas bien. Arrêtons ça. Bon, un coach, il est là pour te faire trouver les réponses par toi-même. Ça a marché cette fois-là. Mais l'idée, c'était qu'effectivement, il m'a fait prendre conscience qu'en fait, j'étais très mal à l'aise avec ma posture. Le fait de devoir dire, en fait, c'est moi qui décide. Je suis en désaccord avec toi. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas intégré comme, d'une, t'as le droit de le dire. De deux, si tu prends cette décision-là, c'est aussi pour le bien-être collectif et c'est pas de la méchanceté. Et t'as le droit d'avoir un désaccord, en fait. C'est pas grave, ça fait pas de toi une mauvaise personne. Et ça, vraiment, dans mon parcours, même très personnel, parce qu'on disait, faut apprendre à se connaître, c'est un truc qui m'a quand même aidée, parce que j'avais du mal à mettre la limite. Alors, je fais toujours partie de ceux qui pensent que ça sert à rien de te friter avec ton équipe pour ce que j'appelle, moi, des broutilles, que sont des congés à décaler, des machins, des trucs, puisque j'estime que des frustrations chez les uns, ça génère jamais de bonnes choses. Mais ça n'empêche que des fois, faut savoir dire non. Et j'ai eu une période où c'était pas aussi clair que ça en moi. Donc, c'est ça, c'est difficile. Alors, prendre des décisions, c'est une chose, mais avoir exprimé un mécontentement sur parfois. Alors, il y a les décisions, mais on est aussi des avocats, donc dans les sujets. Bien sûr. Alors, des dossiers ou stratégiques. Voilà, d'exprimer un mécontentement. Et je trouve que ça, alors, c'est presque plus difficile avec le temps. Alors, effectivement, moi, j'ai pas encore la nouvelle vague d'arrivée, puisque donc moi, j'ai embauché 2 fois. Difficile avec le temps. Alors spécialement peut-être du fait que mon équipe, elle n'a jamais bougé, elle n'a fait que grandir. J'étais tout seul, puis 2, puis on est 3. Peut-être qu'avec un nouvel arrivant, un nouveau débutant, je recommencerai différemment et ce serait plus facile. Mais puisque les deux ont de plus en plus d'expérience, bon, maintenant Hélène, elle est associée, c'est autre chose, mais Antoine, ça fait donc 5 ans qu'il est là. En 5 ans, certes, c'est différent, 5 ans et 45 ans, mais quand même, 5 ans d'exercice quotidien d'une matière, on commence à avoir une expérience qui fait qu'on corrige, on n'est plus dans la correction. Bien sûr. Et quand il arrive, de temps en temps, que sur un dossier, mais comme ça se trouve, ça m'arrive aussi dans les dossiers que je fais tout seul, parfois, on passe à côté d'un truc, sauf que maintenant, plus personne me relit, donc limite, c'est dommage. Mais quand il arrive qu'il y a un truc, je me dis, mais ça va pas du tout, et je ne sais plus facilement comment le dire. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, la structure, ça va pas. Je trouve que c'est moins facile de garder ce côté. N'oublions pas que y a pas. Enfin, je suis manager, mais aussi, c'est ma responsabilité, c'est mon cabinet. Donc, il y a un moment ou un autre, il faut quand même que je puisse dire que ça ne me va pas, même si c'est pas, ça ne va pas, ça ne me va pas. Et je trouve que c'est plus difficile. Et donc, c'est pour ça ce que tu disais tout à l'heure qu'il faut continuer à se former.
j'ai besoin d'apprendre aujourd'hui à être le manager de quelqu'un qui a 5 ans d'expérience avec moi, Ouais, je comprends. ce qui n'est pas pareil que d'être le manager de quelqu'un qui C'est vient vrai. d'arriver. Et c'est tout le temps très intéressant, mais c'est tout le temps nécessaire de se dire Ouais, puis Ouais. est-ce que je me suis bien positionné, est-ce que je en me plus, positionne celui qui vient d'arriver, tu pourras pas le manager comme tu avais managé les autres. Exactement, Et ce que d'abord tu as parce qu'il y appris aura des une autres, en fait, différence. ça change, ça va Ouais, totalement Ça te changer. change. Mais ça me fait un peu penser à la notion de management bienveillant. Est-ce que c'est possible Ouais. de Bah manager oui, c'est ça. de manière bienveillante? Moi, je crois que oui, mais on doit pas tomber dans ce que j'appelle moi un management mou. Parce qu'effectivement, je trouve que c'est la fausse bonne idée. Enfin, vouloir ne pas blesser les gens. Enfin, on dit rien pour blesser ses équipes, même si parfois ça peut être le résultat. C'est le grand principe de la communication. Il y a la manière dont on le dit et la manière dont c'est reçu. Mais il faut être. Moi, je suis plutôt, et je mets ces mots entre guillemets. Et j'espère que ça heurtera personne. Moi, je suis plutôt sur un management dur, par opposition au management mou. Mais ça n'est pas en opposition avec bienveillance. C'est de dire qu'effectivement, il faut dire les choses. Si la forme y est, on peut tout dire. Parfois, c'est difficile la forme quand on est sur l'obstacle et quand on est très direct. Moi, je fais partie des gens qui sont très directs. Mais il faut le dire parce que justement, quand on cesse une relation, ce qui peut arriver, hein, enfin, il y a des collaborateurs qui arrivent et des collaborateurs qui partent. Il y a des collaborateurs qui partent volontairement. Il y a des collaborateurs à qui on demande de partir parce qu'on se rend compte qu'on n'arrivera jamais à avoir le degré de fonctionnement qu'on veut atteindre. Si on leur dit un jour, voilà, là, on fait le constat que si on n'a pas expliqué à intervalles réguliers, de manière perlée, les difficultés tout au long de la relation, franchement, c'est la douche. Les collaborateurs, ils ne comprennent pas et du coup, c'est la frustration maximale et on blesse les gens. Si à intervalles réguliers, on dit ce qui ne va pas, en disant aussi ce qui va, ce qui est un petit défi, et je me l'applique au premier chef, et il y a pas de ce type de décision, elle sera comprise. Et c'est quand même le point de départ du coup d'une nouvelle collaboration pour cette personne qui part et qui sera riche des années passées ensemble. Donc je pense qu'il y a des vertus à dire quand ça va et aussi à dire quand ça va pas. Et effectivement, il faut dépasser cette barrière. En fait, on se ramollit avec. On se ramollit, c'est exactement ça. Mais franchement, il y a avec en plus le fait que l'équipe ne se renouvelle pas, il y a un côté confort qui fait qu'on sortir de sa zone de confort. Mais on n'arrête pas. On n'arrête pas de devoir sortir de la zone de confort. Quand est-ce qu'on l'atteint? Et quand est-ce qu'on est tranquille? Quand est-ce qu'on y reste? Quand est-ce qu'on est tranquille et quand est-ce qu'on y reste? Jamais. Quelle fatigue. Mais c'est vrai que tu manages pas pareil en fonction effectivement aussi de l'ancienneté, de l'expérience, du vécu aussi de ta relation avec la personne. C'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte. On en revient à la formation. C'est aussi très subjectif ce que toi t'en retires et comment tu le mets en pratique, etc. Mais après, tu capitalises sur des exemples. Moi, je trouve que quand tu as la durée, t'as des exemples à intervalles réguliers et tu capitalises là-dessus. Ça te permet d'illustrer, de comparer. Voilà ce qui a marché ici, voilà ce qui a pas marché ici. Il faut que je vire mon collab pour en avoir un nouveau. Et Antoine, c'est fini, il faut que je change pour voir ce que ça fait. Moi, je sais que je vis ce grand moment des entretiens individuels de fin d'année. Ce qui est très appréhendé. C'est drôle, hein, à parler, qui a appréhendé quand même. Du coup, il y a qu'un entretien ou il y en a? Je l'appréhende aussi. La règle, c'est un. Non, mais je veux dire, il n'y a pas d'entretien tous les 3 mois ou tous les mois. Faut voir l'équipe. Je fais que ça. Oui, non, mais moi, je fais beaucoup ça. Après, la porte, elle est toujours ouverte. Des rendez-vous, des points en dehors des dossiers, il peut toujours y en avoir. Mais vraiment, l'aspect formel. Mais chez nous, c'est avec une grille, des questions. Il faut y répondre. Ça doit être transmis avant. C'est analysé par les associés, etc. Donc, c'est vraiment. Justement, les entretiens intermédiaires, je trouve que c'est bien d'être moins formel, justement, de se dire, on a pris en fait, on a l'entretien annuel. On a posé des conditions, des objectifs, machin, etc., des choses qui allaient, des choses qui n'allaient pas. Ouais, voilà, on a fait un gros point. Et en fait, on se revoit 3 mois après pour dire, on en est où? En fait, est-ce qu'il y a eu une évolution ou pas? Enfin, je trouve ça intéressant, mais bon, voilà. Après, je te laisse parler. Et c'est vrai que mais sur ces entretiens annuels, l'associé vit un entretien aussi, hein. Et autant de fois qu'on a de collaborateurs. Et c'est vrai que moi, je m'enrichis aussi de ces échanges parce que elles ont des choses à me dire qui me font pas toujours plaisir, objectivement, mais j'essaye de dépasser la première réaction qui peut être tu dégages. Épidermique, un peu négative, qui te remet en cause, je comprends ça. Et quand moi je dis pas que je fais tout bien, mais j'ai à cœur de faire du mieux que je peux. Donc c'est vrai que mais bon, quand il y a des choses qui reviennent dans les 6 collaborateurs, ce qui m'est arrivé en fin d'année dernière, ça m'a beaucoup questionné. Et c'est vrai que moi ça m'alimente aussi, ça alimente aussi ma réflexion, ma manière d'être, et ça m'aide à remettre un petit peu le curseur. Ce qui m'est revenu cette fin d'année, c'est une pratique de disponibilité.
J'ai eu un agenda très très intense en 2023. Ça impacte moi surtout mes soirées, mes week-ends. Ça impacte aussi mon temps avec mes collaborateurs, mon temps d'exposition. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse attention. En fait, il faut que je les voie. Beaucoup, elles en ont besoin au-delà du travail de fond des dossiers. Il y a aussi un aspect humain. Il faut passer du temps ensemble, et c'est une des raisons pour lesquelles moi je suis pas très favorable au télétravail. C'est pas le sujet du jour. De manière très très maîtrisée. Je trouve qu'il faut vivre ensemble, et c'est pour ça que je pense qu'il y a une très grande chance en fait ta stagiaire au démarrage, parce que là c'est vrai que le côté immersion et le fait de suivre on s'imprègne. Ah oui, de tellement de exemple. choses que tu penses pas en plus à transmettre, parce que tu vas passer un coup de fil qui dans ton esprit, et d'une prend pas longtemps, et de deux n'a aucune importance entre guillemets, ni stratégique, ni en fait t'apprends beaucoup sur la manière dont tu réponds aux clients, sur la manière dont tu gères son propre stress, enfin plein de choses que t'apprends pas en fait. Et moi j'ai été formée comme ça. Moi mon stage, ma boss m'avait dit le premier jour, on se connaissait pas beaucoup. Elle dit, on va être très clair. Est-ce que je considère que vous savez des choses, et si oui, quoi, ou on part de zéro? Je dis, écoutez, dans le doute, on part de zéro. C'est plus confortable pour tout le monde. Je pense que comme ça, il n'y a pas d'attente de part et d'autre trop élevée, et on verra au fur et à mesure. Elle m'a dit, très bien. Donc, je le prenais pas mal, mais je vous explique tout. Alors, je le prends pas mal, pas de souci. Et j'avais trouvé ça hyper formateur, parce que je suis allée à toutes les audiences, j'étais à tous les rendez-vous clients. Alors, c'était très lourd, parce que pour le coup, on ingurge, j'étais en stage, on a envie en plus d'être efficace, alors que clairement, on n'est pas au niveau de quelqu'un qui est encore heureux pour celui qui a quelques années d'expérience. Mais du coup, j'avais vraiment ingurgité, mais de toutes parts, les rendez-vous clients qui durent 3 heures, puisque le client est difficile à canaliser, mais en même temps, on n'a pas les réponses juridiques. Ça, c'est aussi, alors on fonctionne pas tous pareil là-dessus, mais c'est aussi des choses qui sont hyper précieuses. Mais bon, ça c'était la première. Après, j'ai moins eu le temps de faire ça. Je rebondis, Vanessa, sur quelque chose. Je suis pas sûre que la réponse que tu as faite à ton premier patron, elle serait faite aujourd'hui. Moi, c'est quelque chose. Je pense pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi, et ça, c'est une évolution. Ça n'est pas négatif, mais on a une génération qui a confiance. Moi, je trouve que c'est très positif. Moi, je considère que j'ai pas confiance en moi. Donc, de voir des gens, des jeunes qui ont confiance en eux, je trouve que c'est une grande chance pour eux. Mais par moment, il peut y avoir du coup un manque de lucidité. Alors, ça fait une énergie, mais il y a un manque de lucidité effectivement sur le point de savoir ce qu'ils savent et ce qu'ils savent pas. Et nous, managers, c'est vrai qu'avec les années au compteur, parfois on se figure plus bien. Ça c'est sûr. C'est un des gros défis. Et moi, un des écueils de ces derniers temps, c'est ça avec les très jeunes, c'est-à-dire que moi, c'est des moments d'incompréhension parce que ils me donnent l'illusion qui savent. Et moi, pourquoi pas moi, encore une fois, quelqu'un qui a confiance, je trouve que quand on est avocat, c'est un atout et c'est positif. Et je me dis pas que la personne s'évalue mal. Donc ça me va, je crante ça. Et effectivement, moi, après, je ne me rends plus compte aussi de ce que moi j'ai, qui est devenu tellement automatique que j'ai pas mémorisé, que c'est quelque chose que j'avais acquis. Je peux penser que c'était de l'ordre de l'inné, alors qu'en fait, je l'ai acquis avec les années, mais c'est tellement loin que j'y pense plus. Et c'est vrai que c'est des scénarios ces derniers temps parfois d'incompréhension, où effectivement il y a des scènes, enfin des rendus de travaux, mais aussi des moments de vie dans un cabinet, ou des réactions que je ne comprends pas, et je sens que mon équipe ne comprend pas que je ne comprenne pas. Et voilà. Et parce que effectivement, je pense que la génération aujourd'hui, elle ne ferait pas cette réponse. Elle dirait oui, qu'elle maîtrise un certain nombre de choses. Et encore une fois, pas parce que c'est des profils qui fanfaronnent. Non, c'est parce que c'est des profils qui ont plus confiance. Et je sais que moi, ce que je leur demande, c'est quand ils me présentent un travail un peu solide, je leur demande quel est pour eux le degré d'avancement. Toi, tu me livres quelque chose qui a quel degré d'avancement? Est-ce que tu es avancé? Tu considères que sont toujours peuvent être à 100%. Alors que pour moi, c'est quelque chose que je vais considérer comme pas abouti, quelque chose qui ne peut pas sortir du cabinet en l'état sous ma signature. Mais voilà, donc je pense que ça c'est une manière différente, en tout cas par rapport à ce qu'on a vécu, mais on est peut-être une génération encore un tout petit peu différente. Je veux pas vous offenser. Je pense parce que moi je suis rentré tard sur le marché de l'avocat, mais en termes de génération, c'est pas sûr. À quel âge, Florent? 46. Oh pareil. Eh ben tu vois. Mais j'ai 15 ans d'expérience effectivement, mais et je voudrais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, que j'ai en tête. Comment tu as réussi si tu as réussi, parce à trouver l'équilibre entre le management dur mais quand même bienveillant
et le management où je sais plus, t'as été une expérience non mais où on va être enfin comment on arrive à être bienveillant sans être copain. Ouais. Et surtout enfin surtout que avec cette plus jeune génération, j'ai le sentiment que eux ne cherchent pas à ce qu'on soit copain. Moi je me souviens quand j'étais collaborateur. Et toi, tu alors cherchais à être copain? Moi oui. Alors non. Tu trouves des amis. Alors j'ai eu un premier. C'est ça. Pas des collaborateurs. Mon tout premier patron, le tout premier, bon, c'était vraiment comme. Oui, j'ai cru comprendre. C'était vraiment une expérience à la limite de. Aujourd'hui, je pense qu'on oserait dire que c'était du harcèlement. Les premiers mois. Ensuite, effectivement, j'ai eu une collaboration plus plaisante avec un patron avec qui, enfin, pour qui j'ai eu de l'affection. Néanmoins, clairement, c'était un patron qui se positionnait comme copain. Et clac, parfois ça n'allait pas. Et donc là, vraiment, c'était incompréhensible. Enfin, moi, je me souviens de 2-3 rendez-vous où vraiment l'après-midi même, c'était la fête. Et on voyait qu'il avait envie qu'on l'aime, puisque même après qu'on ait eu un clash, il venait nous voir dans le bureau en disant « Non, mais ça va, hein, ça va. » Et j'ai essayé de me positionner un peu contre ça. Enfin, en tout cas, de trouver un équilibre, parce qu'il y avait c'est quand même sympathique qu'un patron soit agréable et qu'on s'aime tous. Et moi, je sais pas si j'ai réussi à trouver ça. Et surtout, je me dis, si un jour on agrandit l'équipe et quelqu'un de nouveau arrive, donc il y aura désormais non seulement 15 ans d'expérience de moins, mais peut-être plus proche de 20 ou peut-être un jour 25 ans de moins que moi, comment je ne reproduirai pas ce que j'ai avec eux? Parce que maintenant, notre équipe, elle grandit ensemble. C'est un peu différent. La vie va et c'est t'aider. pas facile, hein, ça. La vie va t'aider. Parce qu'en fait, c'est les collaborateurs qui ne veulent pas être ton ami. Mais c'est ça. Ouais, Voilà. c'est exactement ça. Donc, mais c'est dur. Franchement, c'est dur de ressentir ça. Oui, je suis d'accord avec toi parce que, mais pareil, il faut vivre avec. Moi, j'ai été dans l'ordre du sacrifice sur mes premières années, mais volontaire. C'est-à-dire que je considérais vraiment, et c'est une expression que j'utilisais, je faisais mes classes. J'avais tout à apprendre, et du coup, j'étais sur j'étais sur un degré de dévouement qui était important. Et c'est des souvenirs très forts ces premières années. Ce ne sont pas des mauvais souvenirs, mais ça m'a vraiment aidé sur ce que je ne voulais plus vivre. Et je pense que ça, ces années de dévouement, ils ne les appréhendent pas du tout pareil. Ils vont être, je pense, beaucoup plus constants dans leur force de production et dans la manière de gérer leur travail. Et effectivement, hein, c'est une porte ouverte, mais ils sont disponibles pour travailler entre 9h et 19h. Mettre des limites dédiés, voilà. qu'on mettait pas. Et leurs amis, c'est l'apéro à 19h, c'est le soir. Et le coup de l'apéro cabinet le soir, on sent que non, on fera un café si vous voulez à 14h, mais pas l'apéro du soir, quoi. Ouais. Exactement. Et effectivement, les événements team building, faut pas les mettre le vendredi soir. Vous aurez personne, même pas le jeudi. Alors moi là j'ai réussi parce que j'ai vendu le week-end à Biarritz. Ah ouais. Parce que pour le cabinet secondaire là c'est bon, là c'est tout le monde, c'est vendredi matin dimanche soir, là ouais, c'est bon là. Ouais. Avec le planche de surf. Et ça, moi pourquoi pas? Parce que effectivement, quand même du côté du manager, je sais que moi, mon travail est très important, mais j'ai besoin de rentrer chez moi le soir, j'ai besoin de me ressourcer avec ma famille, mes enfants, mes amis. Donc j'ai besoin d'avoir des très bonnes relations avec mes équipes, parce qu'on vit quand même ensemble toute la journée. Et encore une fois, moi, ça s'inscrit dans la durée. Enfin, en tout cas, c'est mon souhait. Mais je me nourris, je dirais. Mon capital moral, quoi. Je le reconstitue avec ma famille, mes amis le soir. Donc moi c'est assez clair dans. Oui. Et effectivement, on a notre. Enfin, c'est vrai que moi aussi, enfin, on a tous notre vie à côté. Mais j'ai le sentiment quand j'étais collab que ça faisait plaisir qu'il y ait un petit autre chose que le travail. Mais comme si je me disais, oh bah franchement c'est sympa. Je me disais de mes patrons, ne nous considère pas que comme donc je voyais ça comme ça, que comme une main d'œuvre de travail puisqu'on fait un petit peu à côté. Et aujourd'hui, sans que ça n'a effectivement, ça n'altère en rien la qualité une très bonne qualité de relation de travail, et sympathique, vraiment personnelle, je dirais. Néanmoins, on voit bien qu'il n'y a pas besoin, qu'il n'y a pas besoin de plus, sans que ça veuille dire qu'ils n'aiment pas le travail où les gens travaillent, mais qu'il n'y a pas besoin de plus. Et de même que ils n'hésitent pas, c'est propre non, je vais pas dire ça, mais en tout cas ça arrive dans notre métier, ils n'hésitent pas à passer une soirée au cabinet quand c'est nécessaire pour le travail. Pour autant, quand c'est pas nécessaire pour le travail, on rentre chez soi, quoi. Ah bah oui, et on remplace pas par le verre, c'est pas avec le. Ouais. Et c'est vrai que moi, parfois je le prends un peu personnellement, en me disant non pas ils m'aiment pas, quand même, je suis pas à ce stade-là, mais ils ne sont pas assez bien au travail pour prendre un apéro le soir, ou parfois même une ou deux fois quand on travaille un peu tard,
moi, je sais que je vais y passer la soirée et je commande à dîner, ce qui n'est évidemment pas un bon exemple. Mais du coup, je commande à dîner, c'est ah non, je préfère finir à 22h30 et dîner à 23h chez moi que dîner ici. Peut-être que c'est psychologique, genre non, si je dîne au cabinet, là, c'est la fin. Ce qui est effectivement un très mauvais signal. mais ouais, c'est un positionnement qui est constamment à améliorer. Et c'est vrai que moi, dans des moments de difficulté, parce que, il faut aussi, par intervalles réguliers, même toutes les semaines, je mesure la charge de travail de mon équipe. Je suis toujours assez surprise dans ces réunions d'équipe où moi, je les interroge sur leur charge, jamais en retour. Oui, ils s'interrogent sur le point de savoir quelle tête à ma semaine. Je leur dis. Et d'ailleurs, quand j'ai vraiment parfois des semaines qui s'apparentent à des tunnels, et je sens que moi, je ressens ça. Je sens qu'il ne se passe rien. En fait, ah ouais, moi, je sens une petite empathie dans le sens. Oui, on a vu l'agenda commun. Alors, on pourrait essayer de se parler, mais j'ai vu que ta semaine était un peu. Oui, on va essayer de se parler. Mais sur l'instant, c'est ma nature. Je me dis mince quand même, c'est pas bon. Mais et après, quand je remets ma casquette de manager, je me dis bon, ok, en fait, chacun est dans son rôle. Moi, j'ai une semaine qui est difficile, c'est mon problème. Et mon travail, c'est de piloter leur charge de travail à eux. Mais c'est vrai que en première intention, ça pince. Ouais, qu'on fasse pas attention à soi. Ouais. C'est ça qui Aimez-nous quand même. Mais ce qui est peut-être pas vrai d'ailleurs, honnêtement. Je veux pas. Non, moi pour le coup, dans l'emploi du temps, moi je me rends compte souvent, ils me disent, oui, alors on a vu ta semaine parce que comme moi, je suis une semaine sur deux à Paris, une semaine sur deux dans le Pays Basque. Quand je reviens, il arrive à ce côté. Alors, on a vu la semaine parisienne, qui du coup sont des semaines. Tunnel. Plus que des tunnels, c'est le sous-sol, quoi. Et je vois qu'ils sont un peu embêtés pour moi. Ça, je le sens. Genre, bon, quand est-ce qu'on va réussir à faire un point? Et puis même, ça va être compliqué. Donc ça va, la relation est globalement assez saine. Mais elle est très saine. Non, elle est très saine. Et finalement, ça se trouve, cet équilibre que je cherche, en fait, il est là. Mais il est pas venu tout seul. Ouais. Et on a quand même toujours le sentiment qu'il faut le maintenir ou le trouver. Bon, ça c'est sûr. Tu peux jamais. Enfin, tu vois, on parlait de quand est-ce qu'on arrive et tout est, pas acquis, mais tout est. Zone de confort. Là, voilà, ta zone de confort, elle arrivera jamais en fait. Mais ça c'est déprimant, les amis. Non. Non. Alors non, c'est challenge. Ouais. Faut employer mais le challenge, mais est-ce qu'on a envie d'être challengé tout le temps, tout le temps? C'est fatigant, mais c'est la vie. C'est ça. C'est la vie. C'est une grande question. Alors. Mais c'est vrai, parce que ton équipe évolue, parce que ta charge de travail est différente, parce que tu as envie de donner un axe à ton cabinet, parce que tu as envie de te structurer. Enfin, il y a toujours une raison qui fait que ça peut être quelque chose qui perturbe l'équilibre que tu as trouvé de toute façon. Mais c'est pas forcément négatif. Non, c'est rarement négatif. Ça peut aussi être parce que les gens montent en compétences, et toi, tu viens de t'associer. Enfin, ça peut être plein de choses, en fait, qui font que tu dois revoir ton positionnement, l'autre revoit le sien. Je pense que, mais après, être manager, il y a l'équipe, on a parlé beaucoup des collaborateurs, il y a aussi les assistantes. C'est pas. Le management, t'es pas le même non plus. Oui, sauf que du coup, ça, comme tu l'as pas appris une fois, tu l'as pas appris deux fois. Tu peux être un peu plus, je trouve, tu peux être un peu plus dur avec un salarié qu'avec un avocat collaborateur quand même. La relation n'est pas la même parce qu'il y a le lien de subordination quand même. Oui. Alors, le lien de subordination existe, ok. Après, c'est quand même j'allais dire le postulat. Un avocat, s'il veut, il s'installe. Salarié, il peut aussi se faire débaucher par un cabinet. Je veux dire, la relation et le risque, à mon sens, est le même. C'est-à-dire, si t'as quelqu'un, et ça vaut pour les collaborateurs, les assistantes, à mon sens, si t'as quelqu'un de bien dans ton cabinet qui fait le job, prends-en soin, fais attention à ta relation. C'est important et pour ton cabinet et pour toi, ne l'oublie pas. Donc, mais c'est vrai que c'est pas la même relation. Et puis les relations aussi, alors moi j'ai que des filles, les unes entre les autres aussi. Ça prend pas. Comment tu gères un tel qui pense que, mais faut pas le dire parce que machin, alors que tu sens bien la tension. Il y a plein de choses comme ça où moi je rejoins un peu Charlotte. J'essaye de bien faire, mais j'ai pas toujours les clés. Donc c'est forcément tu te poses 1000 questions. Et puis il y a pas que ça aussi. Quand t'as ta casquette de manager, en plus en général souvent t'as une charge de travail sur plein d'autres détails qui sont pas juste gérer l'équipe. T'as aussi tes dossiers, t'as aussi. C'est ça en fait le problème de l'avocat manager, c'est qu'à la fois il est avocat, il a toujours ses dossiers, et on lui rajoute sa casquette supplémentaire de manager où là il récupère tous les problèmes de toute l'équipe.
dès qu'il y a quelqu'un qui se plaint, quelqu'un a un problème personnel, il peut pas aller à telle audience. En fait, le manager, il accumule un peu. Et donc, du coup, normalement, il devrait justement réduire sa casquette d'avocat, voire même c'est obligatoire. Ouais, ça je veux dire, se fait de toute façon. On est d'accord que réduire, voire même mathématiquement, supprimer si l'équipe grossit supprimer, je trop, pense pas, parce qu'après, on Dans se les déconnecte très grosses trop. structures, ouais, peut-être. ça peut être le cas, mais c'est vrai que c'est risqué aussi parce que du coup on perd la le connaissance lien du terrain et puis on n'est Oui, pas. puis c'est pas forcément, enfin, je sais pas pour vous, mais ce dont on a qu'on envie. En tout cas, moi, je a m'estime cherché trop à la jeune base. encore Oui. pour avoir envie de lâcher. Et parfois, Ouais. quand j'ai pas assez le temps de mettre dans Je des suis dossiers, ça me frustre. Enfin, Ah ouais. ça Puis me les va clients pas. ils viennent nous voir nous, donc Ouais. ils acceptent le principe du binôme, de travailler Mhm. avec un collaborateur, mais la situation où ils ne verraient plus du tout l'associé, Ouais. ou l'associé Ouais. ne traiterait plus du tout leur dossier, en fait, le client l'accroche pas. Et puis j'avoue que moi, ça me frustrerait. On parlait de frustration tout à l'heure. Si je connaissais plus les dossiers, le fond, ce qui s'y passe, comment ça évolue, comment s'est passé la négo et tout, même si c'est pas toujours moi, c'est hyper important de savoir. Ouais. Moi, C'est plaisant. moi, je tiens à la mes base, c'est ça qu'on a voulu faire. À la Ouais. base, on voulait être avocat, pas manager. Au début, Ouais. donc, Non, Non, regarde, on le savait pas, c'était caché derrière. On l'avait pas vu venir. Ah oui. Et une petite spécificité aussi de notre management, je pense. Alors, moi, j'ai pas d'assistante, du coup, je peux pas comparer. On est que les avocats. C'est d'être manager d'avocat avec cette spécificité du libéral. Où quand tu dis on peut être plus dur, en fait, je pense que tu faisais peut-être référence au côté, il y a plus un cadre qu'un salarié Ouais, parce c'est qu'on ça, a le ouais, droit ouais. de dire tel horaire, Ouais, tout à alors fait. qu'effectivement, avec un collaborateur Ah libéral, oui, non, ouais. c'est pas le cas. Alors ça, peut-être que moi, je l'ai vécu comme alors, encore une fois, je peux pas comparer, mais j'ai vécu comme une chance, c'est-à-dire que c'est limite un cadre, Oui, un t'as cadre pas de moins cadre. à gérer. Mhm. C'est-à-dire que moi, pour le coup, mes patrons, enfin mon vrai patron avec qui je suis resté plus longtemps, respectaient, je trouvais, le statut libéral, même si, par exemple, pour les dossiers perso, moi j'ai toujours eu mes dossiers perso ouverts sur le bureau, même s'ils mimaient parfois le fait que ça le dérangeait, mais en même temps, je les ai vus comme ça, et à l'entretien, on en parlait, Ouais. voilà. Donc ça, chez nous, alors ça, chez moi, ça a toujours été hyper clean. Je veux dire, ils m'en parlent régulièrement. Et pour ce qui est horaire aussi, là peut-être que c'est le traumatisme de la première collab où mon patron rentrait tous les soirs dans le bureau en disant il est 20h, on peut y aller. Ce qui moi est une violence tous les soirs d'attendre ce 20h et de vouloir parfois partir 5 minutes avant pour me dire non, c'est moi qui décide. Et donc ça pour le coup, je trouve que c'était une facilité dans mon management d'intégrer totalement alors là horaire, j'en ai rien à faire et vraiment de le ressentir, j'en ai rien à faire et c'est peut-être là une des mauvaises conséquences de ce côté de la différence entre cool et enfin mou et dur, c'est que du coup parfois même je me suis dit c'est curieux quand même qu'il n'ait pas au point de vue conscience professionnelle la conscience qu'il faudrait quand même être là pour pouvoir répondre, pour pouvoir faire ça, pour pouvoir compter les uns sur les autres. Donc Oui, mais en contrôle en 8 entre 8 et 10 ans du coup de management, franchement les fois où j'ai pu faire remarquer que tiens c'est drôle qu'il y ait personne, ça a dû se compter sur les doigts d'une main, alors que les fois où je l'ai pensé ça a été beaucoup plus fréquent. Mais les vacances, à chaque fois qu'il y a est-ce que je prends des vacances, moi ma réponse est toujours la même, c'est alors là tu prends les vacances absolument quand tu veux, c'est toi qui dis si tu peux prendre des vacances. Est-ce que les audiences, alors on n'est pas 15 dans l'équipe, dès lors que chacun s'arrange, on est 3, bon si on n'est pas tous ensemble, effectivement on va regarder pour les vacances d'été si on peut se croiser, mais sinon c'est, pour l'instant je fais pas trop attention au côté vacances judiciaires ou pas, parce que bon, on y arrive à 3, on n'a quand même pas des audiences, même si on fait tous une matière à contentieux, nous on n'a pas, il y a de plus en plus d'amiables, de plus de choses qui s'arrivent, on n'a pas des audiences suffisamment pour que les 3 soient en audience tout le temps, donc on peut gérer. Et donc c'est chaque collaborateur qui voit déjà s'il n'a pas d'audience dans ses dossiers qui suit dans la semaine prévue, et s'il arrivera à gérer sa charge de travail. Et ça, je trouve que pour moi, ça a été un truc en moins à gérer, le côté ah non, je suis désolé, les horaires, les dates, tout comme ça. Donc c'est une liberté dans le management mais qu'il faut encadrer. Il faut plutôt savoir gérer, quoi. Moi, sur ce sujet, effectivement, c'est le principe de la liberté, ça, il y a pas de problème. Moi, ce que je surveille, c'est que la liberté de l'un ne doit pas causer ne doit pas être au détriment, en fait, de l'autre, en l'occurrence, l'associé. Parce que quand le résultat, c'est que l'associé, il ne sait pas qui est où,
il cherche ses collaborateurs, il n'y a pas de réponse, alors pas dans un espace-temps qui est raisonnable. Enfin, franchement, c'est pénalisant, ça met l'associé vraiment dans la seringue et c'est de la perte de temps, c'est de l'énergie et on va se dire une chose, enfin le temps c'est de l'argent pour un avocat. Donc on est toujours à voir comment on peut gagner du temps. Donc moi c'est ça que je leur demande, c'est de s'organiser pour elles, mais en se figurant quand même un peu l'impact pour moi et pour le cabinet, avec pour objectif supérieur que ça marche bien et que le client il se rende compte de rien. Globalement ça se passe bien, il peut y avoir parfois un peu d'incompréhension. Parce que notamment quand on commence ce métier, on se rend pas compte que le droit à la déconnexion, bah oui, les avocats ils y sont éligibles comme les autres, mais on est un peu quand même comme des médecins urgentistes et ne pas surveiller ces mails est quasi impossible. Enfin, faut se dire les choses. Pour moi, dans ce cas-là, faut faire un autre métier. Il s'agit pas de travailler la nuit et le week-end. Il s'agit d'être en vigilance et de voir si sur tel dossier il n'y a pas une urgence qui fait que le message il ne peut pas attendre le lundi matin 9h, et aussi dans le binôme conforme avec l'associé, ne pas se dire de toute façon je ne regarde pas, je dors sur mes deux oreilles parce que l'associé regarde et va traiter. Ce qui je trouve ça est quand même un écueil et déséquilibré. Enfin, sauf si on se le dit parce que vraiment. Moi, Antoine, depuis le début, quand il est arrivé, je me suis rendu compte. Enfin, j'ai pas eu à lui dire. Il faudrait mettre tes mails sur ton téléphone. Donc Hélène, la première, elle tout de suite, elle était très dans le cabinet, donc elle a tout de suite installé. Et en fait, Antoine, ça fait 5 ans qu'il n'a pas ses mails sur son téléphone et finalement, ça marche très bien. Et il n'a pas d'action en responsabilité civile, ni toi. Moi, non. Parce que dans notre matière, on peut se dire, tout peut attendre le lundi matin. Moi, et c'est aussi ma manière d'appréhender mon travail et le service que je veux rendre, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. Quand on a des procédures orales complètes le lundi à 14h, quand l'adversaire qui n'est pas correct, mais il est comme ça et il envoie ses conclusions le samedi après. Tout à fait. Mais là, on va dire on est quand même censé. Enfin, moi, je trouve que j'arrive à identifier s'il y a un dossier où on a l'audience lundi, qu'on n'a pas les conclusions la veille, on va savoir. Donc, on va se dire on se tient au courant. De toute façon, moi, je serais effectivement. Et c'est peut-être un écueil, mais moi, je les ai les mails et je ne sais pas ne pas les regarder. Donc, je ne sais pas si eux se disent c'est pas grave, Florent les regarde, je ne crois pas. Mais en tout cas, pour tel dossier, et par exemple pour tel dossier où on a une audience le lundi, ou une ordonnance de protection, ou quelque chose effectivement qui nécessite, on le sait, c'est arrivé, et extrêmement facilement et naturellement, ils m'ont toujours dit, ok, ce week-end, on fait ça, on se tient au courant, on se regarde, voilà, parce qu'on l'identifie. Après, nous, on n'a pas d'activité, par exemple, d'enlèvement d'enfants, j'en ai pas, donc ça n'arrive pas qu'on ait besoin de se dire, attention, dans tel dossier, il peut se passer ça n'importe quand. Donc effectivement, c'est des urgences procédurales, mais on les identifie, et dans ces cas-là, peut-être parce que c'est pas la norme, j'ai toujours su que je pouvais compter alors là sur eux tel moment, mais moi j'avais pris au début ça rejoint ce que tu disais au tout début, la confiance que les plus jeunes ont en eux. J'avais pris ça comme une sorte de liberté un peu folle, mais j'avoue un peu envieux. Un peu envieux de se dire mais comment il arrive dans un cabinet qu'il connaît pas, le patron qui se dit il y a pas de raison de mettre les mails sur le téléphone, et ça a très bien marché, et aujourd'hui c'est intégré dans la tête à nous quoi. Comment ton collaborateur Antoine? Est-ce qu'il y a des enfants? Non. Pas encore. Voilà. Moi, pour moi, c'est une très grande différence. Alors vas-y Antoine, tu t'y mets et après on met les mails sur le téléphone. On ne dort pas pareil. Ah non, ça, c'est quand sûr. on n'a pas d'enfants et quand on a des enfants. Ouais. Pour moi, c'est ça. Et effectivement, on dort quand on est parent, mais voilà, avec une sorte de vigilance permanente. Ouais. Et quand t'es associé, tu vois, tu ne gères plus pareil tes mails. Et moi, ma conception, mais je suis peut-être un peu extrême, c'est quand tu es avocat. En principe, tu ne peux pas être, tu dois avoir ce degré de vigilance. Et je trouve que la génération actuelle met le curseur à quand je vais devenir associé. Ça, cette contrainte-là, je la prendrai quand je serai associé, mais je la prends pas quand je suis collaborateur. Ce qui pour moi est une erreur, et je leur dis, parce que pour devenir associé, il faut le montrer à son associé et à son cabinet qu'on a la capacité de l'être. Et le montrer, un bon signal, c'est sans s'infliger encore une fois du travail non-stop, mais vraiment on en est très très loin. C'est de montrer à son associé, qui possiblement est son futur associé, qu'on a cette maturité-là, qu'on est prêt à le faire et qu'on le fait bien. C'est-à-dire qu'on pilote bien l'effort et qu'on sait à quel moment il faut injecter un tout petit peu de soi, un tout petit peu plus. Qu'on est dans la même équipe au final. Qu'on est ensemble. Enfin, je vois si dans ce dossier perso, il regarde ses mails par exemple. Voilà. Et ça, l'équipe, c'est très... Ah d'accord, les dossiers perso. Non mais il faut qu'il y ait de la bienveillance des deux côtés en fait, c'est ça aussi. Il faut pas qu'il y ait de la bienveillance que du manager, il faut que ça vienne aussi du collaborateur.
Et il faut se parler. Ouais. Parce qu'effectivement, et ça, je pense que pour moi, c'est un des écueils, c'est le travail en silo, qui est absolument pas ma manière de faire. Et c'est le mot que t'as utilisé, David. Pour moi, c'est l'équipe. C'est la force de l'équipe, c'est qu'effectivement, l'associé peut compléter le collaborateur, mais moi, je considère que le collaborateur peut compléter très utilement l'associé aussi, et très souvent. Et ça, il faut pas les inscrire ou les cantonner à un rôle de sous-traitant. C'est pas du tout ça. En tout cas dans notre manière de travailler, c'est la vertu de l'équipe et chacun se compense. Il y a des jours où on est mieux, on est moins bien. Il y a des sujets ils maîtrisent mieux que nous. Franchement, moi je leur dis à intervalle régulier. Vous sortez de la fac, ce point de droit là, imaginez-vous que moi je l'ai jamais vu en théorie. Alors j'ai la capacité de l'apprendre et de le traiter, mais vous allez être plus performant que moi sur tel sujet de manière théorique. Après, moi j'ai la maturité des situations, le nombre de dossiers que j'ai au compteur qui fait qu'il y en a pas deux qui se ressemblent, mais il y a quand même des expériences des uns qui profitent aux autres, et etc. Mais donc voilà, ça doit être participatif, et ça c'est vrai que j'essaye de leur vraiment de leur inculquer ça. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup de choses à leur apprendre, et en gros j'ai beaucoup à donner et je donne tout. Tout ce que j'ai, mon objectif c'est qu'ils me dépassent, ça me soulage en fait. Mais j'attends d'eux qu'ils m'apportent aussi, et pas qu'ils me livrent un truc. Voilà, je reçois un mail avec quelque chose hyper stéréotypé, pas personnalisé, ou un truc là je peux y aller parce que j'ai fait mes heures. Cet objectif du temps passé et des heures, ça moi j'attends plus. Enfin, j'attends en tout cas différemment. Ouais, puis surtout qu'au début, quand on arrive dans la profession, il faut apprendre. Donc, je trouve ça normal de passer du temps pour apprendre. On sait que c'est de l'apprentissage. Au final, en fait, ils investissent sur eux-mêmes, en fait. Alors peut-être qu'ils s'en rendent pas compte, mais c'est vraiment un investissement sur eux qu'ils font, et donc forcément, il faut passer du temps. Mais c'est vrai que les horaires aujourd'hui, c'est devenu un vrai sujet de débat au sein des cabinets. Il faut finir à 18h, 19h pour certains, mais c'est dur à accepter l'idée de devoir apprendre. Moi, je me souviens quand j'ai commencé ma carrière, un confrère m'a dit, de toute façon, Charlotte, il faut 8 ans pour être un bon avocat. Je lui dis, oh, quelle vieille chouette. C'est quoi cette réaction? Et maintenant, moi, je dis 8-10. je dis 8-10, mais pas comme quelque chose qui est négatif. Parce que c'est les années qu'il faut pour effectivement déjà avoir une forme de maturité, avoir vu un certain nombre de situations qui renforcent par rapport aux conseils qu'on donne à un client. Enfin, chaque nouveau rendez-vous, chaque nouveau client est une situation inédite ou à peu près, mais ce que je disais un petit peu plus tôt, le fait d'avoir quand même brassé un certain nombre de difficultés nous donne de l'assurance sur les options qu'on propose. Après, on n'a pas de vérité, on n'a pas, mais et effectivement, ça n'est pas que le fond technique, même s'il faut rester performant, et ça c'est de l'apprentissage permanent. C'est aussi l'intelligence des situations. Il y en a, on est plus ou moins bon. Il y a des gens qui sont hyper bons, et aussi pour le fonctionnement équipe, il y a des managers nés. Moi, j'en connais. J'ai concédé au début de l'entretien que je n'étais pas un manager né, mais j'en connais. Et effectivement, là-dessus, il faut se former et progresser ensemble. Et il faut que les collaborateurs acceptent cette donnée qui n'est pas réductrice en fait, mais qui fait qu'ils vont pouvoir progresser et devenir des managers eux-mêmes. Ce qui, quand on devient avocat, est le sens de l'histoire, en principe. Oui, même s'il y en a qui ne le veulent pas, après tout, pourquoi pas, il faut tout pour faire un monde. Mais c'est complètement un chemin, en principe, de devenir son propre patron, soit sous une forme installation, soit sous une forme association. Ah oui. Et du coup, parlons un peu performance, justement. Donc, quand même, le rôle d'un manager, c'est de faire travailler ses équipes. C'est quand même son rôle. Mais comment est-ce que vous faites pour contrôler, alors que vous avez des outils, des méthodes, j'en sais rien, pour contrôler qu'effectivement le travail est effectué? Parce que au final, c'est ce qu'on se dit. Il faut leur laisser. Normalement, les avocats collaborateurs, ils ont quand même une grande liberté. Donc, normalement, on n'est pas là pour. Faut pas les pister, etc. Normalement, il n'y a pas d'horaire à respecter. Par contre, l'objectif final, c'est quand même que le travail soit fait et soit bien fait. Donc, qu'est-ce que vous mettez en place pour vérifier que ce travail est bien effectué et qu'au final, votre collaborateur, vos collaborateurs soient performants? T'as des outils, Florent? Non, j'avais prévu de prendre des notes pendant pendant vos réponses. Alors, le côté travail bien fait, après, la qualité du travail, ça, moi, c'est facile. D'abord, j'en ai aucun doute aujourd'hui, vu le niveau d'expérience, mais quand on relit, je suis content. Ouais, mais tu sais, par exemple, je sais pas, ils ont sorti X jeux de conclusion par mois. Voilà. Est-ce qu'il y a une analyse? Ça, je pense que ça fait partie des chantiers pour moi. J'ai un logiciel, comme on l'a beaucoup, donc je sais qu'il y a les outils, je peux le faire. Et pour l'instant, en fait, j'arrive pas à être motivé par ça.
Donc du coup, je m'y mets pas vraiment. Je vais regarder bien sûr le chiffre d'affaires global du cabinet. Il augmente. Les bénéfices, en ce qui me concerne, ok, ça va. Est-ce que tu as un chiffre d'affaires par collaborateur ou pas? Parce qu'au ben, final, il augmente, mais c'est peut-être toi qui travailles plus, tu vois. Mais franchement, Bah ouais, alors ouais. j'ai pas le sentiment parce que Ouais. vu que j'ai beaucoup d'autres choses à faire que les dossiers, enfin même si je trouve que je travaille trop, moi aujourd'hui je trouve que je travaille trop, mais pas par rapport à eux, hein, trop par rapport à ce que moi je voulais faire, mais en incluant l'administratif, le tout. Bon, il y en a trop. Quand même, vu le temps que je passe à gérer, il n'est pas possible que le chiffre d'affaires du cabinet soit exclusivement ma rédaction des conclusions. C'est pas possible. Même si mon taux horaire est plus important, même si parce que là avec la récente association, bah aussi le deal, c'est de libérer du temps d'Hélène pour qu'elle développe. Donc j'ai récupéré des dossiers beaucoup plus en direct. Donc je retravaille beaucoup plus, ce qui est aussi c'est un peu aussi l'objectif. Je retravaille donc ok, je facture plus moi aujourd'hui que peut-être l'année dernière. Et comme mon taux est différent, ça se voit plus. Mais quand même, ça n'est pas possible que ce soit moi. Si j'étais tout seul, je ne pourrais pas faire ça. Donc ça, c'est sûr qu'ils apportent quelque chose au point de vue chiffre. Mais je n'ai jamais fait le travail. Alors peut-être qu'un psy là pourrait me dire, mais ça se trouve, j'ai pas envie de ce travail. Mais j'ai jamais fait le travail de voir qu'est-ce que chacun individuellement rapporte. Même si je sais, par exemple, Antoine, c'est quelque chose qui l'intéresse et qu'il a en tête quand on discute des augmentations. Alors tu vas lui déléguer ce Bah oui, petit justement. sujet. Mais franchement, Ouais. parce que quand on a discuté des augmentations, Ah ouais, j'ai ouais. dit, fais-moi part à l'entretien annuel, tu me fais part de ta prétention, je répondrai pas tout de suite, et on fait un deuxième entretien là-dessus, et tu m'expliques pourquoi cette prétention. demande. Et il m'a dit, j'ai regardé, il y a tant de temps, et je trouve ça génial, mais en même temps, si on veut vraiment faire ce travail, c'est un peu, enfin, les outils sont utiles, mais enfin, c'est un vrai travail de vérifier. c'est un C'est vrai pas travail. juste, tu Ouais. prends tu Ah oui, mets c'est 3 ça. clics, 3 filtres et ça te sort comme ça, parce qu'il y a beaucoup ça de te prend petits, pas 3 minutes par an, quoi. non, et puis il y a beaucoup de petits correctifs sur le temps qu'on a rentré, mais c'est pas tout facturé. Et puis en plus, en fait, c'est un vrai travail. Ah Donc bon. moi, malheureusement, là, je n'ai pas de réponse très constructive sur comment mesurer. C'est la version artisanale. C'est la version artisanale. Et donc c'est pour ça que j'ai prévu de prendre des notes avec la version Structurée. plus structurée. Alors, je pense que nous, on a mis en place des choses parce que nous, on est une trentaine. Donc, il y a un vrai enjeu à payer le loyer, et plutôt commencer par payer ses salariés et ses collaborateurs et à date fixe. Et donc, c'est très simple. En début d'année, on a un prévisionnel des charges et on voit le chiffre d'affaires qu'il faut faire en face pour que tout le monde soit payé. Et le chiffre d'affaires, c'est quoi? Effectivement, nous, on travaille au temps passé. Donc, c'est du temps avec des taux différenciés. Donc, effectivement, il faut voir en fonction des forces vives et compte tenu de leur taux horaire, quel nombre d'heures doit être effectué. Et donc ça, nous, on l'intellectualise. Et puis, on voit, si on a des charges qui sont trop importantes en début d'année, on se dit, il faut qu'on génère plus de chiffres. Si toutes les forces vives sont à plein, c'est-à-dire qu'il faut embaucher. C'est aussi une aide à la décision sur il faut embaucher ou au contraire, il faut pas garder ou il faut augmenter les taux horaires, etc. Donc ça t'aide à documenter un certain nombre de choses. Et effectivement, on a intellectualisé un temps passé que nous on intellectualise par jour. Je sais que dans d'autres cabinets, c'est un scénario au chiffre d'affaires, mais ça revient à peu près au même. Avec la capacité, le jour où tu bosses moins, où tu fais sur des dossiers perso, etc., tu fais un peu plus le lendemain. L'idée, c'est de suivre tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Et c'est ce qui permet, chacun faisant son chiffre d'affaires, d'avoir le budget pour que le cabinet tourne, et de documenter des évolutions dans les profils, parce que nous, les collaborateurs, il y a des cycles, et il faut pas seulement être sur le ressenti de l'associé. Quand on a plusieurs associés, on connaît pas tous les collaborateurs, donc il faut avoir des éléments objectifs. Donc le fait de surperformer par rapport à, dans telle catégorie, faire plus que son nombre d'heures, ça veut dire que c'est un premier signal pour être éligible à la catégorie d'après, et c'est un facteur rémunération et prime. Parce qu'effectivement, pour des gens, et c'est la viabilité aussi de l'équipe, c'est-à-dire que à 2 collaborateurs qui ont le même degré d'ancienneté, s'il y en a une qui fait 1 fois et demie le temps passé en termes de performance, merci à elle, elle fait la joie de son associé, mais il faut aussi qu'elle puisse être récompensée par rapport à quelqu'un qui délivre un peu moins. Et donc nous, c'est un outil qui est pris en compte au stade de l'allocation de primes en fin d'année comme un outil objectif. On ne peut pas être encore une fois que sur du ressenti et sur elle travaille bien, elle est gentille, etc. Parce que quand on est associé, on voit pas tout. Et eux, les collaborateurs, en revanche, à leur niveau, ils partagent énormément, et les hypothèses d'injustice, ils les vivent extrêmement mal. Donc, je dis pas que ça n'arrive pas, mais on essaye de faire au mieux pour qu'il y ait de la reconnaissance aussi par la rémunération, parce que c'est quand même la première chose qui est retenue. Donc, nous, on a des outils
en amont de savoir qui doit faire quoi, de suivi parce qu'on regarde les temps passés nous toutes les semaines. Pour le coup. Et du coup, vous faites un point avec chacune si par exemple il y a une Non, difficulté ou pas. s'il y a une difficulté, pour s'il y a vraiment quelqu'un qui est voir dans où le est-ce qu'on mur, en est, quoi. Ouais. Voilà. Parce que quelqu'un qui n'est pas alimenté, c'est un problème. Enfin, quelqu'un qui ne fait pas son temps, c'est un problème. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas assez alimenté, en fait, qui a besoin de dossiers. Et nous, c'est pour ça que moi j'ai des réunions d'équipe, c'est nouveau, mais maintenant toutes les semaines. J'en ai 6, donc je me figure assez bien, mais on a un système qui fait qu'elles peuvent travailler avec une autre associée du cabinet. Et c'est vrai que parfois je me figure pas bien quel est le degré de travail qu'elle peut éventuellement avoir pour une autre, etc. Et encore une fois, quelqu'un qui ne fait pas son temps, ça peut être quelqu'un qui va pas bien, ou quelqu'un qui a un problème perso, ça peut être quelqu'un qui est sous-alimenté. Donc autant que possible, il faut essayer de le mettre en situation de faire son objectif. C'est sain pour le cabinet, c'est sain pour lui aussi. Et tous les collaborateurs disent que ne pas faire leur temps, en réalité, ça les mine. Bien sûr. Par rapport aux autres, par rapport, justement, ils ont quand même à cœur d'être performants. Il y a l'hypothèse de la prime de fin d'année, etc. Donc oui, on les voit en cas de nécessité. Et nous, on a un autre outil qui est qu'on se figure, on leur demande de se figurer le temps qu'ils ont en stock, c'est-à-dire le temps prévisible sur un certain nombre de dossiers. Alors, au début, c'est assez artificiel. On dit, mais c'est faux. Oui, c'est faux. Mais toutes les lignes sont fausses. Mais de toute façon, comme le travail, on le fait tous les 15 jours. Il y a ceux qui vont aller plus vite et on va corriger, qui vont se transiger. Il y a ceux finalement qui vont glisser au contentieux et on va augmenter le temps prévisionnel. Et du coup, ça nous aide nous aussi à nous figurer, associer. Est-ce que là, je dois être dans une dynamique recherche de dossiers parce qu'effectivement, je ne vais pas avoir mon chiffre d'affaires et le dossier que je rentre aujourd'hui, c'est mon chiffre d'affaires à 3 mois ou à 6 mois, ou est-ce qu'au contraire, je dois rester dans ma chambre, ne pas rester dans mon bureau, dossiers, etc. Et faire mes dossiers parce qu'en fait, là, à chaque fois que je sors, je récupère 1, 2, 3 dossiers et en réalité, là, en l'état de mon équipe, je sais pas faire. Donc c'est un dosage qui est très compliqué parce qu'il y a un différé dans le temps. C'est pas je décide aujourd'hui mercredi qu'il faut que je rentre tant de dossiers qui vont me générer tant de chiffre d'affaires que ils vont tomber comme ça demain jeudi. Donc c'est un petit défi et il faut aussi piloter le temps des équipes. Moi, mon objectif c'est j'y arrive pas toujours, mais c'est pas de les mettre dans le dur. C'est d'essayer de les mettre quand même à un niveau qui leur permet de faire leurs objectifs, mais pas de les mettre à 120% en permanence parce qu'ils s'abîment, ils perdent le goût. Et puis moi, si j'ai un super dossier qui arrive, si tous mes collaborateurs ils sont à 120%, en fait, la réalité c'est que je peux pas le prendre. Ou si je le prends, je vais me mettre moi dans le dur avant de recruter, etc. Donc, mais c'est un dosage qui incombe encore aux managers et avoir des outils documentés, je trouve que c'est très vertueux sur toute la chaîne. Bien sûr. Et donc, je pense que c'est la prochaine étape, Laurent, pour ton cabinet. Ouais, mais il faut donc trouver ce temps en plus de se mettre dedans. Une fois que tu as l'outil adapté à ta structure aussi, du coup, c'est beaucoup de temps de gagner sur tout un tas de trucs. C'est une aide à la prise de décision. Oui, bien sûr. Mais ça, le stock, je travaille avec un cabinet qu'on connaît dans la profession de conseil, en fait, pas de coaching, là, mais de conseil, sur la dimension économique qui nous fait prendre conscience, et ça depuis un an, prendre conscience du côté entreprise. Et donc, le calcul des stocks dont tu parles avec le nombre de ça, on le fait maintenant. Et effectivement, tout ce qui est outils est utile. Mais c'est un travail de plus. Ouais, mais quand tu as une équipe, ça aide aussi ça évite les erreurs de quart dans la prise de décision parce qu'encore une fois, il peut y avoir de l'affect avec les uns, du ressenti, il peut y avoir des problèmes perso qui rentrent en ligne de compte, mais pour partie seulement. Nous, on essaie de quantifier aussi ce qui est accessoire, c'est-à-dire que le travail de l'avocat, c'est le traitement du dossier, c'est effectivement produire des heures, mais c'est beaucoup de choses. C'est se former. C'est éventuellement former les autres puisqu'on peut devenir aussi formateur et ça c'est du temps, ça prend de la bande passante de travail et de facturation, mais c'est pas ça n'est pas walou à l'échelle d'une carrière et du fonctionnement d'un cabinet. C'est du travail de rédaction d'articles qui participe à leur visibilité individuelle mais aussi à la visibilité du cabinet. Donc nous on essaye aussi de quantifier ces tâches annexes parce que il y a ceux qui ne vont rien faire, alors qu'ils vont peut-être être du coup dépasser leurs objectifs, mais ils vont faire absolument que ça, avec dans le bureau d'à côté quelqu'un qui va donner du temps pour la préparation de formation, enfin pour aller dans des colloques, dans des congrès, pour ceux qui font un peu de droit international privé, ils se déplacent, et il n'y a pas de raison que ça ne soit pas du tout pris en compte dans la vie d'un cabinet parce que il y a des retours sur investissement individuel et aussi pour le cabinet, et ça il faut en tenir compte. Oui, il faut des éléments objectifs. Quoi. Oui. Et alors toi, Vanessa ?
Moi, je suis À un peu Lille. entre les deux. Je suis la méthode artisanale avancée. C'est bien. C'est-à-dire que moi, j'ai quelques outils. Alors, je fais pas l'évaluation des stocks, donc j'ai écouté avec attention. Ça, je fais pas du tout. Moi, C'est pas de s'angoisser au début de l'année quand tu dis je alors je vois recommence à zéro. combien j'ai Bah de non, en dossiers fait, t'as actifs. déjà. Ah, mais alors moi, Temps je suis à une éternelle travailler. insatisfaite, tu sais, donc je suis C'est bien, angoissée ça. tous les mois. Ouais. Ouais, mais Même ça- en début d'année. depuis encore que je fais les plus, stocks, enfin, moi j'ai plus d'angoisse microéconomique, genre Ouais. ok, je fais un Ouais, mauvais je mois, on est le comprends. 15 du mois, je fais un mauvais mois. Bah non, on calcule pas, voilà. Bon, voilà. Ça, les Mais stocks, du c'est pas mal, coup- c'est un bon Du truc. coup, on a un outil parce que du coup, moi, j'ai 5 collaboratrices et actuellement, il y a 3 élèves avocates, donc ça fait quand même du monde à driver, à dispatcher. Chacune a rempli un outil où c'est un peu comme des post-it avec les dossiers en cours, les urgences, le degré Un Trello, d'urgence, parce c'est que ça c'est ça, c'est Trello. Trello. Parce que ça me permet aussi de savoir dans la répartition et dans la gestion de la charge de travail, notamment quand on a une urgence, à qui je la refile en fait, parce qu'elle est en vacances la semaine prochaine, parce qu'elle bosse. Alors nous, on a mis en place aussi en binôme, c'est-à-dire que les élèves avocates qui sont dans le cabinet, elles bossent chacune avec une collaboratrice dans les 3 plus anciennes, puisque sur les 5 collaboratrices, il y a deux qui viennent d'arriver cette année et qui bossent du coup plus avec moi. Donc ça, c'est une chose. Et après, je tiens les chiffres de ce qu'elles facturent. Donc pas ce qui est encaissé, ce qui est une nette différence, on le sait, vous et moi, mais de ce qui est facturé pour voir ce qui est généré en termes d'actes. Après, je regarde aussi par rapport à leur charge de travail. C'est-à-dire qu'il y a des semaines où il y en a une qui n'aura pas facturé beaucoup, mais qui aura passé plein de temps en audience et tout avait été facturé avant. En fait, on allait juste sur une plaidoirie et on n'a pas rajouté de temps. Donc voilà, j'essaye un peu de jauger ça mois par mois avec l'idée de ce qui doit être généré pour le cabinet, pour en revenir aux charges annuelles et donc rationaliser à mensuel, mais toujours en lien aussi quand même avec la charge de travail pour savoir si effectivement on recrute ou pas, puisque pour moi le nombre de dossiers est pas un élément très probant, puisque un dossier peut être très rapide, comme un dossier peut générer 3 procédures, et voilà, un enlèvement international, c'est pas un divorce par consentement mutuel ou ce genre de choses. Donc j'ai surtout ces 2 outils-là qui me permettent un peu de jauger, prendre le pouls économique du cabinet. Et après, de toute façon, alors là, je suis en retard, mais je fais forcément tous les chiffres chaque mois et je le dis à chacune, sauf les plus jeunes, puisque j'estime que quand on est au départ, on doit se former et que si elles sont pas rentables, l'idée, c'est pas de leur dire tout de suite, écoute, il y a un sujet, parce que c'est normal. Mais les plus anciennes ont aussi vocation à avoir un intéressement à un moment. Donc, de toute façon, ça les intéresse de savoir quels chiffres elles ont généré chaque mois. Ouais, puis même pour elles, je pense que ça leur permet de Mm. se situer aussi, dire, Je est-ce pense que ça rend les choses concrètes. Alors, c'est rigolo, puisqu'on parlait de ressenti. Pour elles aussi, des fois, elles m'ont dit, je suis déçue, je pensais avoir fait beaucoup plus. Et à l'inverse, dis donc, Non, j'ai pas vu c'est le pour ça mois que c'est j'ai intéressant, réussi à je trouve, faire de autant, donner alors les j'ai l'impression chiffres, de rien sortir. Mm. Donc, c'est aussi une donnée très concrète et posée. Après, pas toujours bien ou mal vécue, parce que tout le monde a son ressenti sur son mois. Non, mais ouais, je pense que c'est important effectivement de savoir à peu près, enfin avoir des éléments objectifs pour l'équipe et eux leur donner de l'information, parce que eux, effectivement, ils peuvent penser que ils ont fait un très bon mois ou au contraire ils ont fait un très mauvais mois, et au final avec les chiffres, se te rendre compte, au final non, soit t'es dans la moyenne, soit t'es au-dessus. Alors par contre, a priori, toi, il y a pas, enfin je sais pas si c'est dans le cas dans vos cabinets, il y a pas de compétition qui est mise en, enfin tu les rends pas publics entre guillemets. Moi non. Ouais. Mais je sais que Oui, après ça discute. Ouais. ça Ils en discute beaucoup, et donc je pense que c'est su entre elles. Moi, j'estime que voilà, on n'a pas l'employé de l'année affiché du mois affiché au Non, parce que mur. moi, C'est pas la moi, je politique. trouverais ça, enfin, après, voilà, c'est mon avis, mais je trouverais ça assez malsain que de, effectivement, les mettre en compétition à l'intérieur d'une équipe. Je pense que peut-être qu'à court terme, ça peut être positif, mais je pense que à moyen, long terme. C'est surtout qu'en plus, au-delà de ça, je sais pas comment vous voyez les choses, mais moi, au sein de mon équipe, elles ont pas forcément toutes les mêmes envies. On parlait de développer. Il y en a une qui va avoir envie de se former sur tel point particulier. Super. J'ai envie de dire, si à terme, elle reprend ce contentieux ou ce sujet-là dans le cabinet, pourquoi pas, mais du coup, Tout n'est pas comparable. Tout n'est pas C'est ça. comparable au même moment, donc c'est compliqué, même ne serait-ce que de mettre en place une compétition. Je pense. Moi, je reviens à l'éducation des enfants parce que on fait pas nécessairement la même chose pour chacun de ses enfants. On s'adapte avec une équipe, c'est un peu pareil. Et c'est vrai qu'il faut que l'équipe fasse confiance au manager.
dans sa capacité à apprécier et à voir en fait ce que chacune fait, enfin ce que chacun fait, ce que chacun apporte, etc. Et parfois ça peut donner lieu à des discussions. C'est pas si fréquent, mais pour répondre justement à ces questionnements, faut avoir structuré en fait sa pensée. Faut pouvoir expliquer pourquoi c'est telle décision qui a été prise, telle prime qui a été allouée, pourquoi tel dossier dont tout le monde voulait, il est allé chez une telle, ou au contraire. Et ça, enfin effectivement, ça peut arriver, mais si on a vraiment structuré sa pensée, on sait toujours s'en expliquer. En général, c'est compris. Et non, il y a pas de compétition, parce que moi j'ai coutume de dire il y a une place pour tout le monde. Enfin, c'est franchement. Après, c'est vrai qu'il y a personne qui est planqué. Chacun est un moteur. Et donc il faut que on peut pas avoir d'avocats passagers. Voilà. Un avocat, ça peut pas être un passager dans une structure. On peut pas avoir 30 pilotes, mais il faut que tout le monde soit dans une dynamique positive et contribue au fonctionnement du groupe dans un intérêt bien compris, pas que celui des associés, parce que ça, je pense que c'est un écueil aussi. Les collaborateurs, ils ont le sentiment que c'est que tout va aux associés. Alors, quand on devient associé, on vient en dernier en réalité. On se rend compte que il faut cranter tout ce qui est nécessaire, et on ne vient qu'à la fin, et on se rend compte que les années où tout va bien et tout est lisse, elles sont en fait rares à l'échelle d'un Covid, de congé maternité, de congé maladie, de départ non anticipé, d'arrivées qui vont pas nécessairement bien fonctionner, d'un flux de dossiers qui est moins important que ce qu'on aurait espéré, parce que la concurrence se structure, parce qu'il y a une autre offre que celle qu'on propose et qui peut très bien fonctionner, etc. Donc en fait, l'associé, il faut pas croire que c'est celui qui fait travailler les autres et qui encaisse. C'est celui qui a la responsabilité d'amener tout le monde d'un point A à un point B, et avec effectivement des moments quand même en essayant de ne pas se perdre lui-même. En essayant de ne pas se perdre lui-même, et en essayant, pour les grands angoissés, du coup, d'avoir des outils qui permettent de se dire qu'on est sur le bon chemin. Je vais venir faire un stage chez vous. À votre prochaine réunion associée, je suis là. Toutes les semaines, je la rate. C'est tous les mercredis matin. Très bien. Mercredi prochain, je suis là. Ouais. Et alors, pour terminer, dernier sujet, justement, on va parler un peu recrutement. Comment vous faites? Alors, c'est un gros sujet, le recrutement. Dans les cabinets d'avocats. Ouais, on va en parler rapidement, mais il y a un vrai problème de recrutement aujourd'hui au sein des cabinets. Enfin, en tout cas, il y a de plus en plus d'avocats qui, en sortant d'école, s'installent. Il y en a beaucoup plus qu'avant, et surtout, les durées de collaboration sont très réduites aujourd'hui. Enfin, en général, de moi, ce qu'on me dit, en général, on est sur 1 à 3 ans maintenant, alors que peut-être avant, on était plus loin en termes de durée. Peut-être pas à Paris. Peut-être pas à Paris. On va poser la question là-bas. En province, en tout cas, à Lille, en tout cas, on est vraiment il y a un fort raccourcissement. Ils s'installent très rapidement. Et donc, quelles sont vos méthodes pour recruter? Est-ce qu'il y a des astuces? Est-ce qu'il faut être présent dans les facs? Enfin voilà, je sais pas. Quelles sont un peu vos méthodes pour recruter? Est-ce qu'il faut être sur LinkedIn? Enfin voilà, et quelles sont un peu vraiment toutes les méthodes que vous mettez en œuvre pour faire rayonner le cabinet et attirer des avocats au sein de vos cabinets? Alors, faut être dans le viseur. Ça c'est sûr, et certainement de plus en plus tôt, l'université, c'est une vraie question, parce qu'en fait, il faut que les élèves avocats se forment à notre matière. Typiquement, nous, il faut qu'on ait des gens qui aient envie de faire du droit de la famille, et ça ne se décide pas à l'école. En général, ça se décide avant. Donc oui, il faut être visible dès l'université, ça c'est une nouveauté. Il faut aller aussi dans les écoles. Formation initiale, on le fait beaucoup, parce que les avocats, on a énormément d'à côté, et on le fait au premier chef par dévouement pour la profession. On considère qu'on a reçu, qu'on donne aussi, mais il y a ce côté win-win qui est que quand on va dans les écoles, on voit un vivier de futurs collaborateurs. Les écoles d'avocats. Les CRFPA. Ouais. On les identifie, ils nous identifient. Donc effectivement, c'est une manière d'accéder à un panel de futurs confrères qui vont chercher d'abord des stages et après des collaborations. Il y a le stage. Toi, Vanessa, tu disais que tu en avais 3. Ouais. Toi, tu en as. Là, j'en ai pas. Si, on en a une. Elle est pas avocate, elle est en master 2 là. Tu vois, t'as tôt. Mais celui de la fac. Nous, on a toujours 2. On prend pas beaucoup plus parce qu'il faut s'en occuper. C'est notre premier point d'entrée.
C'est-à-dire Ah oui, qu'un c'est stage ça. qui va bien se Là, passer, moi, c'est les une deux. collaboration à la clé. Pareil, c'est très rassurant pour l'élève avocat qui du coup après s'inscrit un peu dans un parcours. Et puis nous, on a une période de fiançailles en fait. C'est-à-dire que humainement la personne, on la connaît, elle est intégrée dans le groupe et c'est du temps de gagner au démarrage, même si il y a une marche très haute à franchir entre stagiaires et collaborateurs qui parfois est pas facile à franchir. Ce qui est difficile, je trouve, c'est de recruter des collaborateurs qui effectivement ont 3 ans. À peu près, et parfois on a des départs, effectivement, des cycles, des confrères qui ont envie principalement de s'installer, de changer de vie. Covid, on a eu des gens qui sont partis en province, des expatriations. Je suis mon mari, ça existe encore. Oui, changement de vie, envie d'autre chose. Moi, j'ai entendu dire, Charlotte, je veux pas bosser comme toi tu bosses. Fine, ok, c'est pas obligatoire. Il y a plusieurs modèles, donc voilà. Et c'est compliqué, du coup, si on veut garder une pyramide un peu entre des jeunes, des confirmés et des seniors, d'attirer des profils intermédiaires qui auront été formés, mais pas par nous. Et c'est un défi supplémentaire de les intégrer, mais voilà, on y arrive. Moi, on a des à-coups, effectivement, dans la profession entre l'offre de collaboration et la demande. On a vécu des années difficiles. Le marché est plutôt, pour moi, en train de s'inverser. Et c'est au gré effectivement, des entrées dans les écoles et là je prends ma casquette d'élu du CNB, mais en fait il y a une particularité de la profession, c'est qu'on ne pilote pas notre examen d'entrée, donc on ne pilote pas le nombre d'avocats qu'on fait rentrer sur le marché, puisque c'est l'université qui nous pilote l'examen d'entrée dans les CRFPA, et donc effectivement avec un sujet national. Effectivement, parfois, on a des taux parfois c'est un peu trop facile et on a énormément de personnes. Il s'agit pas de saquer les gens, Enfin, c'est un examen, ils l'ont. Et puis parfois des sujets très difficiles où, dans ce cas-là, on a un peu moins un flux qui est un petit peu moins important. Et pareil, c'est pas facile de doser, avec la difficulté. En tout cas, je parle pour Paris puisque c'est l'école que je connais le plus, puisque je suis administratrice de l'EFB, où on a donc c'est la moitié des élèves avocats France, et la moitié des élèves avocats France se forment en parcours affaires. Donc effectivement, on a des matières. Famille, on est assez mal placé dans les parcours, mais on s'en sort à peu près. Mais en droit social, c'est la catastrophe. En droit immobilier, c'est une catastrophe aussi. Et donc effectivement, il faut sourcer beaucoup plus tôt. On a le nombre, je trouve, entrant de confrères. Après, ils ne se figurent pas nécessairement là où il y a du travail. Ils veulent tous faire du droit des affres. Ils vont trouver des collabs, mais ils vont pas y rester. Ils vont possiblement être essorés. Et ils veulent tous faire du pénal. Et là, pour le coup, le pénal, en tout cas à Paris Intramuros, il n'y a pas de travail pour tout le monde. Il faut accepter. Il ne figure pas là où il y a du travail, et quel travail peut être intéressant, parce que le droit de la famille, donc même en 15 ans, moi j'ai vu une différence. Parce que moi j'ai fait une thèse en droit de la famille, mais quand donc j'ai passé de CRFPA et tout ça, et quand j'ai voulu exercer, je me suis dit, mais ça se trouve, le droit de la famille, c'est pas aussi intéressant que la recherche. Donc j'ai commencé en dehors du droit de la famille. Et je pense que j'ai vécu le grand changement, alors évidemment grâce à Béatrice et cette génération, le grand changement dans la considération de la matière, qui est devenue noble, qui l'a toujours été, et qui est devenue officiellement noble. Il y a peu de temps. Et pourquoi c'est par rapport à quoi, la technicité ou c'est quoi Je pense qu'il y avait, au côté d'abord, beaucoup de gens pensent que tout le monde en fait, alors d'abord, je pense que la raison pour laquelle tout le monde en fait, c'est parce que c'est une matière dans laquelle c'est peut-être moins difficile que dans d'autres à développer. C'est-à-dire que moi, j'ai eu, ça peut concerner tout le monde. Moi, j'ai eu des dossiers perso le premier mois de ma collaboration, qui était pourtant en droit immobilier. Mais bon, j'avais toujours dit, en fait, moi, ce que j'aime, c'est le droit de la famille, mais ça se trouve, c'est pas intéressant. Mais bon, quand même, venez me voir. Et en fait, j'ai développé un droit de la famille le premier mois de ma première collaboration. Et c'est vrai que par rapport à d'autres confrères, ou je vois même par rapport à mon mari dans d'autres domaines, en soi, avoir des dossiers perso en droit de la famille, c'est moins difficile que dans d'autres. Après, il faut être bon. Et c'est ça, en fait. Il y a beaucoup de gens, comme c'est facile d'avoir des dossiers, beaucoup de gens devaient en avoir. Et donc, ça a dû participer à ce côté, tout le monde en fait, alimentaire, c'est humain, c'est pas intéressant. Peut-être que là, quand même, dans les 15 dernières années, sous l'influence, de certains de nos consoeurs, donc Béatrice, Hélène, Leclerc, d'autres consoeurs qui ont contribué à porter la matière, et même d'une génération une génération après, qui ont continué à apporter la matière, et qui en ont fait une matière intéressante et glamour, mais pas que dans le sens c'est divorce paillettes. Glamour, c'est intéressant de s'intéresser aux gens. Et donc je pense que ça maintenant, peut-être que les plus jeunes le comprennent, et grâce à notre présence dans les facs, on attire directement. Donc je suis tout à fait d'accord pour recruter, attirer sur la matière, ça c'est en train de se faire.
attirer sur tel ou tel de nos cabinets, donc il faut être visible parce qu'effectivement, il y a une concurrence. Et si on veut avoir des profils qui veulent faire du droit à la famille, alors évidemment, ils seront pas, en sortant de la fac, ils ne savent pas forcément faire du droit à la famille. Et ce qui est essentiel pour nous, c'est de se dire, OK, toi, tu as choisi de faire du droit à la famille. C'est déjà bien. T'es pas venu là parce que t'as pas trouvé ton stage en droit d'affaires. Et donc, évidemment, moi, alors là, j'ai pas de recrutement en cours, donc j'ai pas ce côté, comme ils sont arrivés dans mon équipe dès leur premier stage. J'ai jamais connu de recruter quelqu'un en 3e année et tout ça, mais dans les stages, dans les CV qu'on reçoit, et effectivement, on voit qu'on est identifié quand on reçoit des CV de gens qui, tout en étant que à la fac, ont déjà un profil familialiste. On se dit, OK, c'est bon, j'ai réussi. Je suis identifié parmi les cabinets qui font ça. Et ça, c'est sûr que moi, mon critère, quand j'ai recruté tant Hélène qu'Antoine, en stage donc, évidemment, ils savent pas faire, c'était est-ce qu'ils ont choisi le droit à la famille, non pas parce qu'ils savent en faire, mais parce que ça veut dire que ça les a intéressés. Et c'est quand même c'est important. Essentiel. Ouais. Et donc, la visibilité des cabinets et le fait qu'ils ont compris que c'était une matière qui vaut le coup. On se consacre à elle dès le début. Ouais, non, mais c'est sûr. Après, il y en a qui voulaient pas forcément faire le droit de la famille. Finalement, ils y vont parce qu'ils ont trouvé une offre. Une opportunité. Ouais, il y a une opportunité. Et puis finalement, ils y restent. Ouais. Oui, après, c'est vrai. Mais quand on est bon, on peut tout faire. Ouais. Et je pense que moi, dans mon recrutement, si c'est un recrutement initial, ah oui, quelqu'un qui aurait 3 ans d'expérience sur la famille, même s'il a évidemment fait autre chose avant, c'est pas grave. Mais si c'est un recrutement initial en stage, par exemple, je ferai attention à ce que la personne se soit dit. OK, c'est ça que j'aimerais découvrir. Oui, en fait, c'est ça. Il faut se rendre visible, en fait, au final. Effectivement, les réseaux sociaux, effectivement, à la fac, les etc. formations, les donner des formations, puis après. Et alors toi, Vanessa, t'es très. Moi, t'as une stratégie un peu LinkedIn là-dessus. Oui et non. Oui, on peut le dire. Je sais pas. Non, j'ai une stratégie LinkedIn. Non, mais ça te donne de la visibilité, en tout cas, auprès des jeunes, non? Enfin. Oui, auprès des jeunes, je sais pas. Je sais pas auprès de qui ça me donne de la visibilité, en vrai. De nous. Nous, on est admiratifs. Très flatté. Le nombre de fois où j'ai commenté les posts Vanessa en disant que je voudrais t'embaucher. Et pour répondre du coup à la question, moi sur les 2 élèves, enfin j'ai 3 élèves avocates du coup, une qui est en stage final et 2 qui viennent de démarrer. Les 2 qui viennent de démarrer, elles étaient stagiaires en master 2. Donc on en revient. Pour moi, c'est même avant l'école, c'est-à-dire que c'est très tôt. Ouais, je suis assez d'accord avec ça et j'ai l'impression pour le coup à l'école des avocats à Lille, je les ai vus il y a pas très longtemps, il y en a très très peu qui veulent faire du droit de la famille. Vraiment dans cette promo-là, en tout cas, parce que je trouve que pénal à Lille. Toutes les promos ont un profil. Et là, fiscal, environnement, affaires, il y a très très peu de droit social. Pareil. Un peu de pénal, ça reste. Et vraiment, droit des personnes, c'est très très à la marge. Donc, pourtant, ça ressemble un peu au pénal, hein, quand même. Il y a quand même des similitudes, quand même. Donc, c'est pas forcément simple aussi de recruter parce qu'au-delà des jeunes générations, etc., c'est aussi que s'ils n'ont pas envie de faire la même activité que toi, on se retrouve pas, quoi. Moi, je leur dis toujours quand je les reçois, alors pour le coup, plus quand je les recrute pour une première collaboration, mais je leur demande profondément ce qu'ils veulent faire. Je leur dis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. J'ai envie de savoir parce que je pense que c'est bien d'être là où on a envie. Moi, les jours où j'ai moins envie de me lever, je suis quand même contente d'avoir un boulot que j'adore, une matière que j'adore. Je te souhaite la même chose. Et il y en a, enfin, c'est arrivé en entretien, qui m'ont dit, si je suis honnête, c'est pas ça que je veux faire. Je dis, mais je vous souhaite pas de venir ici. Enfin, c'est pas pour moi, c'est même pour vous. Ça risque d'être compliqué. Et voilà, en gros, je vous mets pas dehors, mais posez-vous les bonnes questions. Faut pas accepter tout par dépit en se disant, oh là là, j'ai rien trouvé. Et à l'inverse, il y en a d'autres qui ont vraiment envie de faire ça. Et je trouve que parfois, ils ont eu un parcours où leur stage de 6 mois est pas forcément en cohérence avec ce que moi je fais. Du coup, ça me pose question. Ils me disent, non, j'ai cru qu'en fait, j'aimerais moins, mais c'est parce que j'ai eu une mauvaise expérience. Et ça, je trouve que pour le coup, je le dis souvent, mais l'envie, c'est-à-dire quelqu'un qui me dit, je suis sûre, j'ai vraiment envie de faire ça. Parce que j'ai essayé autre chose, vraiment, j'aimais pas. Je comprends, en fait. Et t'es aussi là pour apprendre, donc... Mais je trouve qu'il faut les rencontrer de plus en plus tôt. Je sais pas où ils passent après. Mais moi, j'ai l'impression que les trouver en stage à la fac, il y a beaucoup de demandes. Je suis en train de répondre actuellement aux demandes de stage que je ne peux plus prendre personne sur l'année scolaire, tellement on est... Il y a des gens qui m'ont répondu, OK, 2025. Je l'avais pas prévu, celle-là. Il y a la question de la matière et la question du métier. On se rend compte qu'il faut que les avocats aillent dans les facs parce que ils idéalisent un métier ou en tout cas ils se trompent, ils se figurent assez mal la réalité du quotidien. Ils le voient dans les séries, souvent américaines d'ailleurs. Peut-être. Une stagiaire nous a dit, mais en fait, je me rends compte que je n'ai pas vraiment envie de travailler derrière un bureau.
Par là, autant on peut Ouais, sortir du ouais. bureau, mais quand même, effectivement, si t'as pas envie de vivre dans un bureau, il faut réfléchir maintenant parce qu'il y a un peu de bureau quand même. Ça, c'est sûr que. Et du coup, je pense que, enfin, effectivement, on a une responsabilité à aller dans les facs et aussi, je pense que c'est un défi des facs. Il faut qu'elles nous fassent venir. Enfin, il faut. Et je pense que les masters 2 notamment, ils s'ouvrent beaucoup sur les Exactement, plus de liens. professionnels du droit, ouais, parce que ils se figurent pas bien, sauf à avoir des parents avocats ou que sais-je, ou vraiment ou être déjà dedans. Mais c'est vrai que sinon, ils s'imaginent, enfin, ils ont une fausse idée, ce qui peut être déceptif, ce qui peut faire que des gens sortent au bout d'un premier cycle de 3 ans pour faire autre chose. Et c'est vrai que c'est dommage parce que c'est des gens qu'on a formés et donc derrière on perd pour ceux qui arrêtent, et ça peut arriver, mais ça devrait être plus marginal que ça ne l'est. Oui, c'est dommage de s'en rendre compte à ce niveau-là. Ouais, de même se pour eux, dire, ouais, tiens, ouais. 1 an d'exercice, pas du tout ce que je veux faire, c'est pour dommage, Ouais. quoi, vraiment. Donc voilà, on va de plus en plus dans les facs. Et ça, c'est vrai que c'est un je pense qu'il faut mouvement, là, anticiper, anticiper de plus en plus. Et en plus, ça vous permet de les former un peu à votre sauce, puisque quelque part, ils n'ont pas eu d'expérience aussi avant, et donc ils commencent à voir la vie du cabinet lors de leur stage. Après, ils passent l'examen, ils arrivent au cabinet. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est une belle histoire, en tout cas, de se dire, je prends quelqu'un à la sortie de la fac et puis je l'emmène à, pourquoi pas, devenir un jour associé, etc., au sein du cabinet. ça arrive. Je trouve que c'est des belles histoires, en tout cas. Bon, bref. Bon, écoutez, j'étais ravi de vous avoir aujourd'hui. Merci. J'allais dire autour de David. cette table, mais on a une petite table De cette petite aujourd'hui, parce table. qu'habitude on a une grande table. Voilà, c'est une petite table. Et écoutez, j'espère en tout cas que vous avez apprécié l'exercice. En tout cas, moi, j'étais vraiment très très heureux de vous avoir. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour une prochaine émission. À bientôt.